j'ai compris avec le temps aussi que, en fait, on voulait avoir de l'argent simplement pour avoir cette impression et cette sensation d'exister, d'être quelqu'un. Parce que quand tu es parqué et quand tu es, entre guillemets, fabriqué à rester en banlieue et à pourrir dans ton coin là-bas, des fois c'est dur de l'accepter. Et en fait, on ne voulait pas l'accepter. Pourquoi? Parce que des fois, je me rendais compte qu'on pouvait avoir les poches pleines, mais la seule chose qui nous intéressait et qui nous plaisait, c'était de nous retrouver entre nous avec un pack d'Henken derrière le mobile et à écouter de la soul et, et à boire un coup entre nous. Et pourtant, on avait de l'argent plein les poches pour pouvoir faire tout ce qu'on avait envie de faire. Puis, en fait, pendant tous ces 6 mois, je pensais qu'ils allaient revenir me chercher tous les jours. Je lui ai dit demain ils vont me sauter. Parce qu'en plus le mec il m'appelle par mon prénom dans la banque. Donc Tu t'es dit, je suis mort là. ouais, donc voilà. Donc je me suis dit c'est mort. Puis après j'ai compris pourquoi. Parce que en fait chercher un tapeur c'est chercher une. Et attention aux jeunes, hein, je déconseille. Essayer de chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand t'es pas Aguerri. non, c'est surtout quand t'es pas fiché au grand banditisme. Toi tu peux rentrer avec ton visage comme ça, même si toi tu sais comment tu t'appelles, eux ils savent pas comment tu t'appelles. Il faut un élément après qui te ramène, qui les fait remonter à toi. Et quand t'es fiché au grand banditisme, la photo elle est imprégnée dans le cahier. Bien sûr. Tu vois. Bonjour à tous, aujourd'hui notre invité s'appelle Mohamed Jad Awadji, un ancien braqueur qui retrace son parcours à travers un livre qui s'appelle J'ai été braqueur de banque, aujourd'hui je suis un homme, sorti chez Édition du Rocher. Et on va retracer son parcours aujourd'hui dans une interview à cœur ouvert. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup, ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir de Merci d'avoir fait l'honneur d'être venu. Tu as sorti un livre justement il y a quelques années, on est là pour en parler justement, c'est ton histoire. Ouais, c'est mon histoire. Pourrais-tu te présenter pour l'instant, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Mohamed Chelarechi. Ça fait un peu bizarre de commencer la présentation par dire qu'on est un ex-délinquant, voyou, on l'appelle comme on veut, mais ouais, je suis une personne qui a eu une histoire un peu compliquée et j'ai essayé de la retracer dans ce livre en essayant d'être préventif. C'est en essayant de dire à cette jeunesse-là, justement, n'essayez pas de rentrer dans un chemin comme celui-ci qui risque d'être très difficile pour vous. Justement, Mohamed, sur la couverture du livre, on peut voir « Aujourd'hui, je suis un homme ». À quelle période tu as ressenti ce changement? Quand tout s'est arrêté, quand tout s'est arrêté et quand j'ai voulu prendre conscience des choses de la vie, des vraies choses de la vie. Donc là, oui, je me suis beaucoup plus considéré comme un homme que je l'étais auparavant. Souvent, on me fait on remarque ça, on me dit souvent, mais pourquoi tu as l'impression de ne pas avoir été un homme auparavant? Si, je l'étais, mais avec des valeurs qui étaient complètement différentes et peut-être que j'étais vu comme un homme pour des mauvaises raisons. Je préférais être vu comme un homme pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises. Oui, effectivement. Et justement, ton livre est très intéressant parce que tu fais beaucoup de prévention, justement. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, Mohamed? J'en avais besoin. J'en avais besoin parce que j'ai compris à un moment donné que, on en reparlera plus tard si tu veux, mais il y a eu beaucoup de dégâts d'une vie comme celle-ci. J'avais décidé, il fallait que j'arrête de me mentir à moi-même. Il fallait que j'arrête de mentir à moi-même. Et la meilleure façon d'arrêter de se mentir à soi-même, c'est de voir les choses comme il faut les voir. Pas comme ça nous arrange de les voir. Et ouais, à partir de là, je me suis dit, il faut que je crache ma douleur pour pouvoir être en harmonie avec moi-même. Il faut que j'arrive à mettre des mots sur ce que j'ai vécu et refermer ce chapitre de ma vie. Bien sûr. Tu as commencé à l'écrire en prison, Mohamed, ou Non, après ta non. sortie? C'est après, bien longtemps après ma sortie, parce que j'ai eu une grosse période d'alcoolisme aussi, parce que la prison, souvent les gens parlent de la prison et restent axés sur le problème de la prison, la difficulté de la prison. Mais comme tu as pu le lire, une vie comme celle-ci, la douleur d'une vie comme celle-là, elle ne s'arrête pas une fois que tu es sorti de prison. Elle continue et elle traîne. Et un jour, j'ai même une anecdote là-dedans, c'est qu'une personne m'avait dit en détention qu'il te faudra tout autant de temps
pour récupérer à l'extérieur de ce que tu as vécu à l'intérieur. Et maintenant, je comprends mieux le sens de cette maladie. J'ai l'impression que la sortie était beaucoup plus douloureuse que tes années de prison que tu Oui, as passées. oui, Justement, oui, oui. on en reparlera, On en reparlera, plus c'est approfondément un peu plus tard. Pourrais-tu nous décrire un peu ton quotidien lorsque tu étais plus jeune? J'ai eu une belle jeunesse. Je vais pas dire qu'on ne roulait pas sur l'or. On roulait pas sur l'or, mais on avait des parents qui étaient vraiment. Voilà, j'ai mon père et ma mère qui étaient vraiment dévoués à leurs enfants et qui faisaient tout pour justement nous montrer une autre direction dans la vie que ce qu'ils ont pu vivre eux. Et avec énormément de valeurs. Il m'a partagé énormément de valeurs. Ma maman m'a partagé énormément de valeurs et on était aimés, chouchoutés. Je dirais que j'ai une jeunesse paisible, tranquille. Rien ne présageait à peu près la personne que tu allais devenir. Jamais. Non. Jamais, je pensais pas. Moi, je jouais au foot. Mon papa était arbitre officiel de football, donc il m'emmenait sur des terrains, il m'emmenait. Voilà, mon père était très attentionné et ma mère aussi. On a eu une. Mes parents se sont très très bien intégrés en France en fait. D'accord. Voilà. La seule chose qu'ils nous apprenaient, c'est chut, ne faites pas de bruit, ne faites La pas de bruit, discrétion avant tout. ne faites pas de bruit. Ils avaient le respect, ils avaient ce respect-là. Ils avaient ce respect de la France, de ce que la France pouvait offrir à leurs enfants. Après ça a été difficile, ouais, je crois que ça a été le tournant. Ça a été le tournant de ma vie en fait. Le tournant de ma vie, quand tu me parles de mon adolescence et de ma jeunesse, le tournant de ma vie, ça a été la séparation de mes parents. Là, ça a été catastrophique. D'accord. J'ai grandi à Vitry, à Balzac, donc, avec tous mes amis et mes amis que je considérais comme des frères, et on se considérait tous comme des frères. Quand on t'arrache à ça, quand tu es très jeune et que tu rentres dans un tourbillon de la vie parce que tes parents se séparent, ça a été le moment crucial. Le tournant dans ta vie, je pense aussi. Ouais, 13 ans. Et ton papa, malheureusement, il était alcoolique. Il avait tous les défauts du monde, on va dire. En tout cas, déjà, il avait deux défauts peut-être les plus graves, les jeux et l'alcoolisme, on va dire. Comment t'arrivais à trouver ta place au milieu de tout ça? Mais on n'avait pas le choix, donc C'était quoi ton quotidien, on va dire? Ton papa était comment avec toi? Non, mon papa était un travailleur, attention. Mais il avait quelques défauts, comme tout le monde. Comme tout le monde. Il avait le défaut de l'alcool, il avait le défaut des femmes, il avait le défaut des jeux. Donc, tous les vices. Ça va, c'était pas excessif, tu réussissais à trouver, on va dire, non, moi je suis havre de paix à la maison? Non. Un minimum. C'est pour ça que voilà, il y a séparation. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Et puis tu vois, maman a décidé de ne pas accepter. Tu as commencé, Mohamed, les petits délits à l'âge de 16 ans. Ouais. Pourrais-tu nous expliquer tes premiers délits que tu faisais? Les petits délits, c'est souvent pour essayer de découvrir quelque chose. Voilà. Ces petits délits, ils me permettaient entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et à ne pas faire et à ne pas suivre, à avoir une petite indépendance financière. Donc cette petite indépendance financière, elle te permettait de sortir un peu de de ton quartier, de ta cité, de tes potes, de voir autre chose, d'aller voir autre chose. En fait. D'aller découvrir. Et les petits délits, ça a commencé par des vols d'autoradio. Vols d'autoradio, des petits délits à la. J'ai jamais essayé de faire des choses. Non, c'était pas ma tasse de thé. Les cambriolages, tous ces trucs-là, aller chez les gens. Même dans la délinquance, on cherche sa voie. Tu vois. On ne sait pas. T'as des gens qui sont très doués pour être commercial. On se comprend quand je dis ça. T'as d'autres gens qui sont plus doués pour aller les chercher. Et on se cherche. La délinquance, on se cherche, il y a des gens, ils sont. Et moi, je me suis cherché et c'était pas ma tasse de thé de faire du mal aux autres. C'était pas. Même plus tard, quand j'ai fait des choses qui sont un peu plus graves, on va dire, j'ai jamais voulu faire de mal à l'autre. L'autre n'était pas responsable de ma déchéance. Tu vois, c'est pas de la faute de l'autre parce que moi je vais mal. C'est pas de la faute de l'autre parce que moi j'ai pas d'oseille. L'autre il m'a rien fait. Justement, tu avais déjà un petit peu ce recul déjà pour je l'avais déjà. Mais c'est pour ça qu'en fait, souvent, on pense que
on va dans le gaieté de joie dans une vie. Mais non, des fois la vie elle s'impose à toi. Moi je pense que j'ai toujours été une personne très, très sympa, très gentille et qu'en fait, la seule personne qui m'a ouvert ses bras à un moment donné c'était la rue. On y va dans la rue, j'y vais. Donc si j'y vais je suis obligé de changer ma façon d'être. Je suis obligé de changer qui je suis. Tu as trouvé en quelque sorte une famille dehors? Il peut y avoir une famille, bien sûr, il y a des gens, ils sont très chers à mes yeux, c'est des amis, ils sont très chers à mes yeux. Là, j'ai perdu un ami il n'y a pas très très longtemps. Et je pense très fort à toi, tiens, justement, Anderson. J'ai les beaux mots. J'ai perdu quelques amis que je considérais comme des frères, j'aimais beaucoup. Et tu es rentré dans le grand banditisme à l'âge de 18 ans. Comment s'est passée la transition, Mohamed? On ne peut pas dire grand banditisme. Le banditisme, on est rentré dans une autre la délinquance. Parce que même quand tu rentres, les premières fois, même quand tu rentres dans les banques, tu rentres pas comme un professionnel et comme quelqu'un qui se rend réellement compte de ce qu'il est en train de faire. Mais ce chemin-là et cette vie-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai constaté que j'avais pas d'autre alternative. J'avais pas d'autre choix. J'étais dans une situation, parce que on parlait de ma jeunesse et de mon adolescence, mais quand mes parents se sont séparés, bon, on est parti vivre en Algérie. Je suis revenu ici avec ma mère un an après. Un an après, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'appartement, il n'y avait pas de. Donc, ma mère ne m'a jamais encouragé à quoi que ce soit. Mais moi, j'étais assez lucide déjà à 16 ans pour me rendre compte de la situation, de constater ce qui allait pas et il y avait un mal-être qui s'était installé en moi. Et étant l'aîné, je me suis senti ce poids-là de responsabilité. Ouais, de responsabilité. Je pense que beaucoup de jeunes, pas que moi, mais beaucoup de jeunes on leur met des responsabilités trop lourdes sur le dos. Et trop jeune aussi peut-être. Trop jeune, et c'est inconscient. Tu sais, quand une maman qui est toute seule avec ses enfants, quand elle s'adresse qu'à son grand, le grand, il prend tout de la maman. Il prend tout. Il prend ses angoisses, il prend tout. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout angoissé dans la vie. Mais ma maman est tellement angoissée, et quand il lui arrivait un truc, quand un de mes frères n'était pas ici, c'était qui qu'elle appelait? C'était moi. Donc, obligatoirement, je gobais ces choses-là. Je les gobais. Jusqu'au jour où c'est que tu exposes et que tu es au pied du mur et que tu te dis il faut que tu sortes de ça. Ton père est venu te chercher une fois au commissariat. C'était marrant ça. C'était la première fois qu'il venait te chercher. C'était la première fois. Pourrais-tu nous raconter ce qu'il t'a dit, comment ça s'est passé? Ah mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je sais quand même. C'était quand même. Non mais parce que c'est poignant. Oui, ça montre que ton papa était vraiment pas dans le. Mais mon père, involontairement, il a mis un mètre de menuisier. Il l'a mis dans sa poche et il s'est rendu compte qu'il n'a pas payé, il a fait demi-tour, il était au champ, il a été le repayer. Mais mon père était très honnête, ma mère est très honnête. Et pour en revenir à cette anecdote-là, on était jeunes. Je me rappelle, c'était à Fontaine-sous-Bois. On jetait des œufs sur des gens, des petites conneries de gamins, quoi. Planqués sous le plafond de Auchan et a jeté des œufs. Et la police est venue, nous a interpellés. Mon père est venu me chercher, il n'a pas parlé avec moi. Il n'a pas parlé avec moi. Il a failli perdre la vie. C'est ça, il n'a pas parlé avec moi. Et quand il est sorti du véhicule, je l'ai vu sortir une corde, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je vais te pendre. Bon, je me suis sauvé 3-4 heures. Parce que je pensais vraiment que. T'as pas réfléchi après cette situation où ton père J'étais jeune. Non, moi c'était une petite connerie de jeunesse. On n'avait pas volé, et puis je pensais pas que mes parents allaient se séparer. Donc je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Exactement, en plus t'étais jeune aussi, donc forcément en plus t'es l'engrenage de la cité, les jeunes, tes copains et tout, ils vivent tous un peu la même chose. Des fois ça devient banal des fois. Et Mohamed, pourrais-tu nous raconter ton arrivée en Algérie lorsque tu as rejoint ta maman?
Ça a été Justement, terrible. tu as passé cette Ça a année été là. terrible. Ça a été terrible parce que voilà, c'est là où c'est que. C'est pour ça que souvent je m'adresse à des mamans et que je leur dis, bien sûr, à des mamans ou à des papas, bien sûr, c'est votre vie, c'est vos choix à vous, il n'y a pas de problème. Personne n'a dicté vos choix. Mais il faut se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur les enfants. Et on ne s'en rend pas assez compte. On pense que l'enfant est capable de s'adapter à tout et à comprendre tout. Et non, ma mère prend les deux petits et s'en va en Algérie et me dit qu'elle va revenir me chercher moi et mon frère. Donc je reste avec mon père pendant 6 mois et 6 mois qui se passent très très mal. Quoi. Ouais. T'avais du mal à t'intégrer justement Non, avec ta non, maman. pas à m'intégrer. Moi, j'avais pas à m'intégrer. J'étais à ma place. C'est la personne, j'avais du mal à Vous vivre avez avec du les gens mal qui me ramenaient. Quoi, tu vois. Ouais, tu ramènes pas quelqu'un, tu me dis c'est ta mère. Hmm. C'est quoi ça Hmm. Tu dis, tu comprends. Bien sûr. Et donc, ça a été très difficile. Et quand j'arrive en Algérie, à cette époque-là, une maman, une dame, elle ne doit pas rester toute seule. Donc, ma maman se remarie et donc ça a été aussi super difficile pour moi. Tu l'as appris justement à l'arrivée Quand j'arrive en Algérie. directement à l'aéroport. Donc je pars d'un Calvaire pour ma. T'en ramené un autre, entre guillemets, Ouais. parce que c'est quand même peut-être une bonne chose pour. Ah, ça a amené mon petit frère. Que j'aime. Voilà, voilà. On peut pas vivre toute notre vie tout seul. Hein. Ouais, mais bon. Même si c'est notre maman et tout. Ouais. C'est vrai que tu as passé 7 années justement là-bas en Algérie. Pourrais-tu nous expliquer, on va dire, ton quotidien là-bas, comment tu J'allais à l'école. T'allais à J'étais l'école. jeune. J'étais jeune. J'avais 15 ans. J'étais jeune, j'essayais. Pour moi, ma mère elle m'a dit maintenant on va vivre ici et tout. Comme elle n'avait pas de. Donc j'ai essayé de m'adapter, j'ai essayé de comprendre. Et à l'école, ça va, ça se passait comment à l'école, je comprenais rien. Moi j'avais mon frère, il a 11 mois de différence avec moi. Sofiane Non, mon frère Farid. Farid, d'accord. Ouais. On lui passe le Mon frère bonjour. Farid. Farid, c'était. Voilà, lui, il s'en fout, il s'intéresse à rien du tout. Et moi, j'essayais de m'intéresser, j'essayais qu'on me traduise. Tu parlais un petit peu français. Ouais, je parlais. maghrébin. Oui, le maghrébin de la rue, l'arabe littéraire, je ne le Ok. connais pas. J'ai essayé, donnez-moi les cours en français, pas en français. Et puis, c'est dur quand tu as 14 ans, 15 ans et qu'on te traite d'immigré. Comment, je suis pas chez moi ici. Et tu arrives ici, on te dit non, t'es pas chez toi. Et c'est là que ça a commencé à tourner dans la tête. Je suis qui, moi? Je suis quoi? Je viens d'où? J'habite où? Je vais Voilà. où? Mais en Comme fait, tu disais, je vais pas aller sur Mars. ben oui, mais en fait, à cet âge-là, tu sais pas mettre les mots sur ce que tu vis. Tu le comprends plus tard, en fait. Tu vois? Je le comprenais pas, moi, sur Comment tu l'as vécu justement à cette période-là? Comment tu vivais le fait que tu étais en Algérie? Ben, j'étais avec ma mère, c'était le plus important. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai une maman qui voilà, elle a tout donné pour ses enfants. Dieu merci. Elle a tout donné pour ses Dieu enfants. merci. Et alhamdoulilah, elle continue de tout donner pour ses enfants. Que Dieu la préserve. Elle aime ses enfants pour. Voilà. Il y a pas, elle aime Dieu et après elle aime ses enfants. Et ça, je remercie. Justement, tu me donnes l'occasion si je peux, Sofiane, de remercier toutes et de donner beaucoup de force et de courage à toutes ces mamans célibataires qui se battent et qui je sais que c'est difficile pour eux parce qu'elles ont le rôle de papa et de maman et que des fois je pense que ces personnes-là elles sont pas respectées à leur juste valeur. Elles méritent un grand coup de chapeau et en tout cas moi je vous applaudis des deux mains, mesdames. Nous aussi, gros bisous aux mamans seules et Inch'Allah on est avec vous. Justement, on va faire des associations aussi comme ça pour aider les jeunes. Parce que nous, si on aide les jeunes, tu connais, on aide aussi les mamans, on aide les parents, on va dire. On n'essaie pas de prendre leur place, loin de là. On essaie de contribuer, apporter notre pierre à l'édifice, entre guillemets. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé regarder des trucs à la télé qui me correspondent, qui parlent de mes problèmes que j'ai de tous les jours. Mais Sofiane, c'est quand tu n'es pas aigri de la vie, tout ce que tu as manqué, tout ce que tu n'as pas eu, tout ce qui t'a fait du mal, tu ne le souhaiteras à personne. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que cette douleur-là, elle reste ancrée en toi. Et c'est ce qu'on appelle de l'empathie pour l'autre. En vérité, l'empathie, c'est quoi? C'est se mettre à la place de l'autre. C'est exactement ça. Parce qu'on peut être à sa place, justement. Bien sûr. Parce que les résultats d'aujourd'hui ne définissent pas les résultats de demain. Exactement. Et justement, pourrais-tu nous expliquer un petit peu cette période-là? Lorsque c'était un peu la précarité, tu vivais en caravane, parce que c'est pas anodin de vivre dans une caravane. Excusez-moi à tous ceux qui vivent en caravane, mais
moi je prenais ça comme une blague, quoi. Hein, t'es jeune, pour toi, c'est t'as pas de maison. Quand t'es en caravane, à cet âge-là, tu comprends ça, t'as pas de maison. Donc quand t'as pas de maison, t'es pas comme les autres. T'es différent. Et t'as honte de vouloir montrer ça. Moi, je sais qu'il y a des potes qui m'accompagnaient quand on sortait de l'école. Ils me disaient, mais t'habites où? Je suis quelque part là-bas. Et puis je prenais un virage, j'attendais qu'il partait pour refaire le chemin inverse et rentrer chez moi. C'était pas forcément facile de vivre cette situation. Comment t'arrivais un petit peu à gérer un petit peu ta vie à cette période-là? En fait, faut pas oublier que ouais, j'ai 15-16 ans. Je tournais autour de 15-16 ans. Ouais, 14-15. C'est-à-dire que c'est presque à cette période-là où tu as commencé tes premiers délits, en fait. Voilà. Mais quand je dis que il y a des circonstances, des fois, dans la vie qui t'emmènent dans des chemins, c'est pas anodin. T'as des situations, je fuyais, moi. Je fuyais la caravane, je voulais être toute la journée avec mes potes et tout. Et retrouver, j'avais cette envie de retrouver une sérénité, une vie simple, pour un enfant de 15 ans, tu vois. Bien sûr. Donc je fuyais jusqu'au jour où c'est que je pouvais plus fuir. Et je disais, attends. Tu as décidé d'affronter les choses, mais à ta manière, on va dire. À ma manière. Non, donc là, j'ai commencé les petits délits à vouloir penser à moi, parce que je pouvais pas me permettre de dire à ma mère, achète-moi une paire de baskets, achète-moi ceci, achète-moi cela, achète-moi cela, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tu rentres, tu plonges là-dedans, deux, trois délits qui commencent à marcher bien, et t'en fais un autre, tu t'habitues à ces choses-là, et je me suis habitué à la rue. Ouais. Malheureusement. Et tu as vécu combien de temps en caravane avec ta maman? Non, j'ai pas fait longtemps. En caravane, on a fait 6 mois, 7 mois, je crois. Mais après, on a été dans un hôtel. Pas un 4 étoiles ou un hôtel où c'est que, voilà, des gourmis, des bars avant, des anciens bars, de chambres. Il n'y avait que ce propriétaire qui était capable de nous louer. Notre maman nous demandait de fermer les yeux et de boucher nos oreilles. Et que le plus important, c'est qu'on avait un toit au-dessus de la tête. Donc on est resté aussi 6 mois, 7, 8 mois dans cet hôtel-là. Puis après, on a trouvé un tout petit appartement, une âme bienveillante qui a voulu donner un petit coup de main à ma mère et qui nous a donné un petit F3. C'était aussi très dur, très serré, très... Et puis voilà, et à partir de là... Mais ça commence à évoluer déjà. Oui, ça a évolué, lentement, mais ça a évolué. Et un jour, mon frère, il est à l'école avec le fils du maire. Et le fils du maire, il pose des questions à mon frère et il lui dit, ouais, voilà, nous on vit dans une situation un peu difficile, c'est petit chez nous. Eh ben le fils, il devait avoir 12-13 ans. Il en a parlé à son père, qui était maire de Vitry-sur-Seine. Et lui, il a aidé ma maman à faire les démarches pour avoir un appartement et elle a obtenu un appartement dans une cité. Mohamed, pourrais-tu nous expliquer ta première expérience, la première fois que tu as fait un vol à main armée? Ça a été la peur de ma vie. Mais ça a été une décision mûrement réfléchie en fait. C'est quelque chose que j'ai d'emmergé en fait. J'avais 17 ans, j'ai dit, voilà, il y a que cette solution qui peut me... Il n'y a que ça qui peut me sauver. Je voyais pas d'autres alternatives. Je voyais pas d'autres... voilà, il me fallait des gros sous. Et une fois que cette décision elle était prise, il était temps de passer à l'action. Je suis quelqu'un, sans prétention aucune, je suis quelqu'un qui, même jeune, je prenais le temps. D'accord. Je prenais le temps de la réflexion. J'ai toujours eu ça, de prendre le temps de la réflexion. T'étais toujours réfléchi? Ouais, je sais pas si c'est réfléchi, mais de penser, de mettre tout ce qui... les chances à ton... Voilà, de ton voilà. Tout ce qui pouvait arriver de positif comme tout ce qui pouvait arriver de négatif. Tu vois. Donc tout ça, c'était dans mon cerveau et c'était en train de bouillonner. Et puis comme, excuse-moi, je te coupe, mais et puis comme, qu'est-ce qui m'a aussi incité, si je vais être honnête avec moi-même, c'est le contexte, c'est l'endroit dans lequel je vis. Quand tu tournes la tête et que tu vois que ton voisin, c'est ça, c'est le seul... à Vitry, c'est ça. Quand tu vois les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient.
Tu vois, je le répète souvent, mais chaque banlieue a sa spécificité. Et le Val-de-Marne, c'est un peu reconnu pour, et Vitry un petit peu, beaucoup, Bien pour sûr. des choses comme ça. Donc, euh, ton voisin d'à côté, quand tu vas aller le chercher, il va pas te demander d'aller vendre des sachets ou faire quelque chose de... Non, il va te dire, bah viens, on va directement... Donc je savais que si je rentrais dans, entre guillemets, la grosse délinquance, ça passait par le Val-de-Marne. D'accord. Et justement, où t'as trouvé tes premiers complices en bas? Des potes à moi, D'accord. des mecs solides, des mecs sûrs, des mecs avec qui on sait que voilà, Qu'il est solide. qu'on a la détermination Mhm. et qui savent se tenir, surtout, qui est très important. Et je D'accord. savais qu'autour de moi, il y avait des gens qui savaient se tenir, bien se tenir. Et justement, la première fois où tu as franchi la porte d'une banque, comment ça s'est passé? Ben, c'était pas évident parce que en plus j'y vais avec une personne qui avait jamais fait des choses comme ça. Et moi non plus. Parce que n'écoutez pas ça les jeunes, hein, mais on se forme sur le terrain. Tu vois. Moi j'ai appris, plus j'ai fait et plus j'ai appris. Quoi. Et c'était pas travaillé, c'était pas professionnel, en fait c'était un apprentissage en direct, tout de suite. Et justement, Et c'était effrayant, très effrayant parce que t'as l'impression de pas gérer la situation. Il me fait une crise de sucre. mhm. Et que je lui ai simplement dit que c'était pas le moment de me faire une crise de sucre. Il avait tout autant peur que moi, je pense. Et justement, même les personnes qui sont agressées dans la banque aussi, ils ont aussi peur, je pense. Bien sûr. Autant que bien toi, sûr, j'ai entendu bien que tu sûr. disais ça aussi. Bien Donc, sûr. t'en avais Les conscience. les gens, ils se rendent pas compte, mais t'as aussi peur que les gens qui sont en face de toi, sauf que tu ne le montres pas. Mm. Et quand tu vois de la peur, elle amplifie la tienne. Parce que t'as pas l'impression, t'as pas cette sensation de gérer la situation. Et surtout de faire du mal aux gens. Parce que quand ils sont touchés comme ça psychologiquement, hein, c'est parce que c'est psychologique qu'ils sont. C'est effrayant pour eux. Et Comme c'est effrayant pour moi, comme c'est effrayant pour eux. Ahmed, pardon, tu t'arrivais à gérer ta peur avant de rentrer dans une banque? Au fur et à mesure du temps que tu prenais l'expérience, tu te professionnalisais, comment t'arrivais au final à gérer ta peur? Parce que je savais que j'allais pas dans un but pour faire du mal aux gens. Donc déjà ça me, Ça t'enlevait un poids? ouais, ça m'enlevait un poids. Même si ça peut ne pas être compréhensible de ce que je vais dire, mais j'essayais d'être réfléchi dans ce que je faisais. Ça veut dire que j'essayais de ne pas faire n'importe quoi. T'as été jamais violent? Jamais. J'ai jamais mis une gifle à qui que ce soit et je pense qu'un très très bon voleur, il n'a pas besoin de frapper. Il n'a pas besoin d'être violent. Il a simplement besoin de s'exprimer et de faire comprendre aux gens. Tu n'as pas besoin de lever la main aux gens. Et ça, il est hors de question que je sois violent avec qui que ce soit. Et que les gens qui m'accompagnent, ils soient violents avec qui que ce soit. Là, t'avais des principes. C'était une règle d'or. Mhm. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien demandé, ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tout. Et après, t'as enchaîné malheureusement, on va dire, les voilà maramés. Ouais. Quelles leçons t'en as retenues au final? C'est dur ce que je veux dire. Parce que je pensais jamais qu'un jour dans ma vie, je dirais ça. Mais c'est un peu aussi normal. Parce que j'ai le recul nécessaire maintenant. Je pense que j'ai la maturité nécessaire pour le comprendre. Mais qu'est-ce que j'en retiens? Que l'argent ne fait pas le bonheur. Que, en fait, que l'argent ne fait pas le tout. Et souvent, on pense qu'avec l'oseille, qu'avec l'argent, que non, en vérité, il y a des choses. T'étais pas heureux, Mohamed, à cette période? En fait, je courais après l'argent pour me donner l'impression et la sensation d'être heureux, mais je ne l'étais pas. C'était qu'une carapace? Mais bien sûr, Une si illusion. je fais la fête, c'est que tout va mal dans ma tête. Mm. C'est pas faux. C'est pas une. Si je fais la fête, c'est que tout va mal dans la tête. Et moi, je faisais la fête tous les jours. Et je voulais la fête tous les jours. C'est qu'il y a un Et problème. tu voyageais beaucoup à Il y a cette un période? mal-être. J'ai fait pas mal de. Ouais, j'ai fait pas mal de pays. J'ai fait. En fait, j'ai compris avec le temps aussi que, en fait, on voulait avoir de l'argent simplement pour avoir cette impression et cette sensation d'exister, d'être quelqu'un. Parce que quand tu es parqué et quand tu es, entre guillemets, fabriqué
à rester en banlieue et à pourrir dans ton coin là-bas, des fois c'est dur de l'accepter. Et en fait, on ne voulait pas l'accepter. Pourquoi? Parce que des fois, je me rendais compte qu'on pouvait avoir les poches pleines, mais la seule chose qui nous intéressait, qui nous plaisait, c'était de nous retrouver entre nous avec un pack d'Henken derrière le mobile et à écouter de la soul et, et à boire un coup entre nous. Et pourtant, on avait de l'argent plein les poches pour pouvoir faire tout ce qu'on avait envie de faire. Tout ce qui nous était interdit nous l'était autorisé parce qu'on avait de l'argent. Donc en fait, c'est aussi ces gens et cette société qui montrent à cette jeunesse que aller dans une voie pour pouvoir bénéficier de ces choses-là. Comment ils font ces gens s'ils n'ont pas les moyens de, s'ils peuvent pas? Ça, On crée une frustration et forcément une frustration c'est pas forcément positif. Hein. Sofiane, les frontières sont interdites. On n'a pas le droit de mettre des frontières aux portes de Paris. Mais les frontières, c'est quoi? La frontière, elle est imaginaire et elle existe. C'est l'argent. Bien sûr. Parce que si demain tu sais que ton coca, tu vas le payer 1 € dans ta banlieue et que tu vas le payer 20 € à Paris, tout seul tu vas rester dans ta banlieue. Et nous, on avait envie d'aller dans Paris. Bien sûr, découvrir un peu le monde même. Voilà, voir autre chose. Bien sûr que Et je vais te dire quelque chose. Yeah. Ça m'a permis de voir autre chose. Ça m'a permis de voir d'autres gens, d'autres paroles, un autre état d'esprit, une autre façon de voir la vie. Plein de choses, ça m'a appris. Et justement, après ton premier vol à main armée, Mohamed, tu n'as plus rien commis pendant 6 mois. Ouais. D'accord. T'as fait comment, on va dire J'ai vécu avec l'argent, l'argent que j'avais pris. Et puis, en fait, pendant tous ces 6 mois, je pensais qu'ils allaient revenir me chercher. Tous les jours. Je lui ai dit, demain, ils vont me sauter. Parce qu'en plus, le mec, il m'appelle par mon prénom dans la banque. Donc, Tu t'es dit, je suis mort là. ouais. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, c'est mort. Puis après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, chercher un tapeur, c'est chercher une. Et attention aux jeunes, hein, je déconseille. Essayer de chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand t'es pas. Aguerri. Non, c'est surtout quand t'es pas fiché au grand banditisme. Toi, tu peux rentrer avec ton visage comme ça, hein. Même si toi, tu sais comment tu t'appelles, eux, ils savent pas comment ils t'appellent. Il faut un élément après qui te ramène, qui les fait remonter à toi. Et quand t'es fiché au grand banditisme, la photo, elle est imprégnée dans le cahier. Bien sûr. Tu vois. Aurais-tu un message à apporter aux plus jeunes par rapport à cette situation-là? On pense que plus on va vite et mieux c'est. Parce qu'en fait, c'est ça la délinquance. C'est essayer de gagner de l'argent vite. Tu vis à la seconde, comme Voilà. tu le dis, c'est très bien. Tu es payé à la seconde et tu vis à la seconde. Et puis, avec l'argent comme ça, qui rentre vite, on en perd toute la notion. On en perd tout le goût. Tu vois? Parce que pour toi, ça devient facile. Facile. Je me comprends quand je dis ça devient facile. Voilà, ma armée, c'est la délinquance du pauvre. Hein. Faut pas l'oublier. D'accord. Pourquoi? Parce que il te faut juste ta détermination et des outils. Pas beaucoup d'investissement à faire. Hein. Donc, c'est plus simple. Mais c'est le plus dangereux. Et le plus dangereux aussi. Mais le plus dangereux fait. Donc je les inciterai pas à rentrer dans une vie comme celle-ci. Parce que quand tu es payé à la seconde et toutes ces choses-là et que tout ce que tu perds qu'il y a autour, tu construis sur du sable mouvant. Un château de sable, comme on dit. Un château de sable, un coup de vent, tout saute. Tu vois. Tandis que celui qui va bosser, celui qui travaille, celui qui construit pierre par pierre et celui qui prend le temps de le faire, crois-moi que s'il y a une tempête, sa maison elle reste en place, elle bouge pas. Il met plus longtemps, mais ça dure plus. Bien sûr, c'est le constat que j'ai pu faire. D'accord. J'ai vu des gens qui peut-être je rigolais d'eux, mais je comprenais pas. Je comprenais pas de ces gens. Pourquoi tu vas travailler toi ici? Je comprends pas, je comprenais pas. Tu étais dans ton monde aussi, Voilà. t'étais dans ton truc, dans ton Voilà, cheminement. je comprenais pas. Et bien à la finalité, ces gens, eh ben, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont 10 fois plus que moi, que j'ai à l'heure actuelle. Alors tu gagnais beaucoup plus d'argent que Et pourtant j'ai gagné 100 fois, 10 fois plus que eux. en quelques secondes. Mais eux, Ça veut tout dire ce que tu dis. ils ont transpiré, ils l'ont placé, ils l'ont mis et ils ont construit que dans le vrai. Hein?
Donc on se trouve que dans le vrai. Nous, c'est que une vie comme celle-ci, c'est très rare. Après, comme je te dis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de voix dans la délinquance, tu vois. Un dealer de poudre, il ne pensera pas comme un tapeur. Il ne gérera pas comme un tapeur, tu vois. Parce qu'un dealer de poudre, il a l'habitude de jouer avec l'argent, de récupérer à droite, de donner à gauche. Donc, il est diverti par ça. Il est occupé par ça, tout ce système-là. Tandis qu'un tapeur, il se lève le matin, il mate ce qu'il a maté, la semaine d'après, il tape. Paye à la seconde, tu vis à la seconde. Donc, c'est pas le même état d'esprit. Je vais te dire honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de braqueurs réussir. Pas beaucoup. Tôt ou tard, on sait. Tôt ou tard. Quand tu rentres dans tôt ou tard, un truc comme ça, tu finis par payer. Tu passes par la case prison. J'en ai pas vu beaucoup qui ne sont pas passés par la case prison. Ou ceux qui ont réussi, c'est ceux qui sont tapés et qu'après ils ont mis leur argent dans la poudre et qu'ils ont fait fructifier ça. Ils ont des commerces aussi. Voilà. Tandis que celui qui y va et qui tape à tout va, c'est que lui, c'est. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'il aime faire, mais il a trouvé cette voie-là. Cette voie-là et cet état d'esprit-là. Parce que, en fait, quand tu es capable d'aller faire ça, d'aller rentrer, tu es un peu anarchiste dans ta tête. Donc tu deviens anarchiste dans ta vie. Tu penses et tu fais comme tu le désires, toi. C'est dangereux. Parce que tu notion, comme tu disais. T'as plus de notion et puis tu ne vas pas être compris. Tu n'es pas compris de tout le monde. Tu vas être compris que des gens qui. Pourquoi souvent tu vas en prison, tu vas n'importe où, et ta peur, il reste toujours contre eux. Parce qu'ils ont une vision de la vie, une perception de la vie qui est complètement différente que du mec qui fait autre chose. Bien sûr. Et justement, Mohamed, tu as passé 8 années plein de ta vie en prison, malheureusement. Quel constat on a retiré du quotidien que tu avais en prison et justement En fait, la prison, tu sais ce qu'elle m'a appris? Elle m'a appris une chose très très simple. C'est qu'en fait, il faut attendre d'être dans une situation précaire pour pouvoir s'imposer des choses. Parce que l'être humain n'est pas assez fort pour pouvoir se les approprier, se les imposer à lui-même. Tu vois, moi, quand j'étais en prison, j'ai pris le temps de penser à moi. J'ai fait du sport, j'ai fait je m'occupais de moi, je faisais même des trucs de gonzesse, je faisais des masques, je lisais, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ces choses-là, on peut les faire, on n'a pas besoin qu'on nous les impose pour les faire. Ben voilà ce que ça m'a appris, la prison. Ça m'a appris qu'en fait, il faut avoir la volonté de pouvoir s'imposer des choses dans la vie. Et justement, on va dire, pourrais-tu nous expliquer, on va dire, le milieu carcéral, en général, comment ça se passe? Ça dépend dans quel état d'esprit tu te trouves. Moi, à cette époque-là, comme je te l'ai dit, je ne vais pas dire que j'étais un anarchiste, mais j'étais un révolutionnaire. Voilà, les injustices, parce que il y a une chose qui est très importante, c'est que quand on est dans la délinquance, il ne faut pas penser qu'on n'a aucune valeur, qu'on ne pense pas ou qu'on ne comprend pas certaines choses ou qu'on n'a pas un amour propre, on n'a pas un ressenti, on n'a pas des douleurs, l'autre ne nous peine pas, ou que si, on a toutes ces choses-là. Et en fait, je détestais l'injustice, moi. Moi, je suis rentré dans la prison comme un révolté qui veut, j'accepte pas, tu m'imposes rien. T'avais quel âge, Mohamed, quand t'es rentré la première fois en prison? J'avais, non, la première fois, non. Lorsque tu as fait tes 8 ans, autant j'avais 23 ans. 23 ans. D'accord. Et c'était quoi ton quotidien là-bas en prison, pardon? J'ai accepté ma peine. Tu faisais beaucoup de sport? Ouais, j'ai accepté ma peine. Donc quand tu acceptes ta peine, voilà, tout va mieux, tu sais que c'est une parenthèse. Ouais. Elle s'ouvre et elle se referme. Tu vois? Donc j'ai accepté ma peine. Donc sport, on se crée une vie dans la vie. Tu vois? On se crée une vie dans la vie, on essaie de s'occuper de façon à... Je lisais beaucoup, beaucoup de Charles, beaucoup d'Aznavour. Ouais, et justement, pourrais-tu nous en parler d'Aznavour, moi-même? Parce que c'est ton artiste préféré. Ouais, on va dire. Parce que c'est pas on va dire, c'est mon artiste. D'accord. Et t'as beaucoup aidé en détention, Mohamed? Ouais, mais pas qu'en détention, même avant. Parce que moi j'ai connu Aznavour, j'avais 14 ans. D'accord. J'avais 14 ans et Aznavour il arrivait à dire des choses que moi je comprenais pas. Tu vois, je les comprenais pas en fait. Je les comprenais pas.
Et ça m'a parlé. Je dis, mais attends, ce qu'il dit là, mais j'ai 14 ans, j'écoute, non, je n'ai rien oublié. Pourtant, j'ai pas eu une déception amoureuse dans la vie à cet âge-là. On m'a pas. Et je dis, mais pourquoi ça me parle ça Et en fait, on est une très belle communauté, on est une très belle religion, on est magnifique sur énormément de points. Mais il y a une chose que j'ai pu constater, c'est que dans ces quartiers populaires, là, comme ça, dans cette culture-là, il y a beaucoup de tabous. Tu vois. Et moi, en fait, il y a eu beaucoup de tabous. Pourquoi? Parce que entre nous, on ne parle pas de sentiments. Seul notre mère, notre père, notre frère, nos saints. On ne parle pas, on est très pudique, tu vois ce que je veux dire? Et c'est brut en fait. Nous aussi, on le découvre. Nous, on le découvre. Moi, je comprends des amis à moi, des Européens ou des gens qui ont vécu dans un autre contexte et qui disent, ben non, nous, entre parents, on parle, avec mes parents, on parle de tout. Non, nous, on parle pas de tout. Moi, le jour où c'est que j'ai dit à mon père, c'est quoi des serviettes hygiéniques, il m'a dit, va te coucher. Prends pas la tête, mon fils, ça Et oui, mais va te coucher. Moi, je vais me coucher avec le... Pourquoi il m'a dit, va te coucher? Sans explication. Tu comprends? Nous, en fait, je pense qu'on est amené souvent à apprendre les choses tout seul. On le découvre sur le tas. tout seul, je pense. Donc c'est brut. Et Aznavour, il découvrait l'affect, l'amour, le truc, les sentiments. Moi, quand il parlait d'amour, je dis, moi, c'est comme ça que j'aime. C'est pareil que lui. Comment tu as découvert cet artiste? Pareil. T'as vu comment on a découvert les Braco, les anciens de chez nous? Comment on a découvert? Pareil. Non. Les anciens de chez nous, ils écoutaient du Aznavour. Ils écoutaient du Aznavour. Donc nous, on écoutait. Nous, on était... C'était pacifique, c'était les soirées soul, mais il y avait du Aznavour aussi. Donc nous, quand on entendait les anciens, ça nous donnait... hop, et on a aimé Aznavour. C'est marrant qu'à 14 ans, tu as aimé Aznavour. J'ai beaucoup d'amis qui aiment Aznavour. Tu vois, j'ai beaucoup de... Et je pense que je dirais, sans prétention aucune, que ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre, de l'écouter Aznavour. Parce qu'il faut le comprendre. En fait, pour comprendre Aznavour, il faut avoir un cerveau qui tourne et un cœur qui bat. Si tu n'as pas ces deux éléments-là, ça va pas plus loin. Tu veux pas. En détention, dans une salle de sport, tu as connu une bagarre assez violente te concernant. Pas une bagarre, je me suis fait agresser. Ok. Par plusieurs personnes. Ouais. Même j'ai entendu qu'ils t'avaient jeté carrément un truc. Comment ça s'est passé pour eux? Tu nous expliquer, s'il te plaît? C'est simple, on va pas te donner de lumière à ces baltringues, mais des saucissons, tu vois, c'était des mecs, voilà, des petits différends que j'ai pu avoir avec eux. Et un jour, ils ont fait une association, je ne sais pas si on peut dire un mot comme suicide que j'allais dire, mais une association d'encu. Voilà, ils ont fait une association de ça. Ils ont attendu que je rentre dans la salle de sport, ils m'ont tombé dessus. Ils m'ont mis un coup de couteau dans le dos, des points de musculation dans la tête. Avec tout respect que je te dois, Ahmed, c'est là où tu as eu tes cicatrices, pardon? Non, là c'est les cicatrices de... J'ai pas de grand frère et je fais 1m70. Tu vois, ça veut tout dire. Ça veut dire que... Fallait que tu sois un vaillant, quoi. C'est où t'es boucher ou t'es agneau. Et moi, ni je suis un boucher, et ni je suis un agneau. Et tu sais, souvent, celui qui cherche des problèmes, il ne va pas aller chercher celui qui fait 1m95 et 200 kg. C'est sûr. Il va aller chercher celui qui est qui croit être le plus faible. Voilà. Et souvent, tu regarderas que les plus petits, c'est des teigneux, des rageux. Pourquoi? Parce que dans la tête, il te dit, tu vas pas me mettre à l'amende. Tu crois que tu vas me mettre à l'amende. Ça veut dire que son cerveau est beaucoup plus fort que sa force physique. Tu vois. Et c'est ça qui l'emmène au combat. Justement, Ahmed, tu as connu beaucoup de violence en prison. Enfin, pas personnellement, mais tu as dû voir, tu as dû constater un petit peu comment ça se passait en prison. Pourrais-tu nous expliquer la plus violente pour toi? La plus violente scène que j'ai pu voir. Ouais, mais que t'as dû assister. Ouais, des coups de couteau. En direct, t'as déjà vu des gens se faire... en promenade, des gens tombés, C'était réciproque? Enfin, c'était au quotidien? Non, le truc que j'ai vu le plus terrible, c'est un mec qui a mis un coup de lame dans l'artère en descendant des escaliers à Fleury-Mérogis. Il descendait les escaliers, et quand on descend, c'est étage par étage. Et il l'a rattrapé à un étage, et il lui a mis un coup de lame ici. Par terre. Ouais, il est mort. Ah, il est mort? Ouais. Ça va tourner en terre.
Quelle était ta routine quotidienne lorsque tu étais emprisonné? Vraiment, c'est ce que tu faisais tous les jours, Sport. sport tous les jours. Il n'y avait pas un truc que tu faisais vraiment. Les jours sont les mêmes. En fait, c'est voilà. En plus, quand tu n'as pas accès à tout, tout dépend des- ton statut carcéral, tu vois. Mhm. Si tu es un détenu particulièrement surveillé ou pas, et donc tu as accès à certaines choses et à d'autres, tu n'en as pas accès. Donc Mhm. moi, le sport, j'aimais beaucoup le sport, lecture, et voilà, ça tournait en rond. En fait, tu continues de vivre. Tu vois, la vie, elle ne s'arrête pas. T'es pas là à pleurer tout. Bien sûr. Parce que les gens, des fois, ils se font une image de la prison, que toute la personne. Mhm. Non, à un moment donné, tu sais, les mecs ont pris 30 ans, le matin, quand ils sortent, ils vont regarder leurs poireaux, ils vont les arroser. Voilà, Ils ont une vie dans. Ouais. c'est une vie, Ils c'est sont une vie dans- dans la vie. Et si tu ne le fais pas comme ça, tu péris, tu pourris, tu fanes. Alors, il faut que la volonté, en fait, la volonté. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, qu'est-ce que la prison m'a apporté et qu'est-ce que la prison, je l'avais ça déjà en moi, mais la volonté, c'est garanti sur facture. Déjà la volonté de tenir le coup, la volonté de vouloir revoir l'extérieur, la volonté de ne plus vouloir blesser ma maman, toutes ces choses-là. Parce que tout à l'heure, tu me parlais de qu'est-ce que... Il ne faut pas oublier qu'on fait du mal aussi aux gens, même si c'est nous qui sommes en prison, mais c'est ceux qui sont à l'extérieur qui souffrent. Une maman, elle n'a pas été condamnée à ne plus voir son mari, de ne plus avoir de relation avec son mari. Ses enfants, les enfants, ils ont été condamnés à ne plus voir leur père. Ils ont été... Donc, il faut bien se rendre compte. Tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que tu conseilles aux jeunes? Non, je ne conseille pas, parce que regardez qu'est-ce que ça entraîne. Ça entraîne des douleurs phénoménaux aux enfants, aux parents. On entraîne tout le monde avec ça. Et justement, Ahmed, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même pendant tout ce temps en prison? Tu as appris des choses que tu soupçonnais pas qui sommeillaient en toi? Comme je te l'ai dit, ça vient de la volonté. Là, T'as vraiment vu que là, t'étais j'ai déterminé. vu que je lâche pas l'affaire. Et en fait, j'ai vu que j'étais... voilà, quoi, que tu vois, c'est les situations que tu vis dans la vie qui peuvent te donner une graduation de ce que tu peux être comme homme. Qu'est-ce que tu es capable de... Qu'est-ce que tu es capable d'accepter? Qu'est-ce que tu es capable de supporter? Qu'est-ce que tu es capable de... Et comme il y a eu beaucoup de douleurs et de difficultés dans mon parcours, ouais, ça m'a permis de me rendre compte de ça. J'étais capable d'accepter pas mal de choses, de comprendre pas mal de choses, d'accepter beaucoup de choses. Mohamed, comment s'est passée la relation avec les autres détenus en général? Tu sais, quand t'es en prison et que tu sais avec qui tu tournes et comment tu tournes, et que tu... Voilà, parce que la prison, je suis arrivé comme une boule de feu, les injustices et tout. Ça, c'est toujours resté, il n'y a pas de problème. Mais à bon escient, pas pour tout et n'importe quoi. Mais quand tu sais avec qui marcher en prison, avec qui tourner, et que tu te calcules ni à droite ni à gauche, et que tu es là pour faire ta peine, hein. Généralement, T'as ça pas s'est de... bien passé. Voilà. Tu t'es dans ta bulle à toi et Et comment la prison a-t-elle changé ta façon de voir les choses? ça m'a amené une réflexion. C'est dur de dire ça en fait, parce que comme si il fallait être là-bas pour que je me la découvre. D'accord. Mais ça m'a permis de me concentrer sur moi-même. C'est comme je te l'ai dit, tout dépend dans quel état d'esprit tu le fais, Sofiane. Si tu le fais et que tu subis la prison, t'es mort. Tu prends des cachets ou de la fiole ou t'es qu'en attente. Et l'accepter, c'est ne pas être en attente, c'est de continuer de vivre en fait. Et moi j'ai décidé de continuer de vivre. J'ai continué d'accepter ça et accepter cette vie-là. Tu sais, quand tout va bien, et que tu t'amuses et que tu as entre guillemets une vie un petit peu faite de fantaisie dans ta vie, tu es heureux, t'en profites. Bien sûr. Eh ben, il faut que tu sois malheureux quand tu es dans la position d'être malheureux. Et ça ne veut pas dire que parce que tu es dans un endroit malheureux que tu dois l'être. Mais tu dois accepter la situation. Tu dois accepter la carte postale. J'ai accepté la carte postale des îles paradisiaques. Et je dois accepter la carte postale de Quatre Murs et des Barbelés. C'est un peu le revers de la médaille. Bien sûr, c'est le Quand revers tu as de la accepté le fait que tu étais... Exactement, Voilà. exactement. C'est tout à fait ça, Sofiane. C'est bien. De toute façon, dans la vie, il y a toujours il y a le yin et il y a le yang. Il y a l'amour et il y a la haine. Il y a la joie et il y a la peine. Et
Il y a toujours une contrepartie de quelque chose de positif. Bien sûr. Le feu qui te L'amour, chauffe la peut haine. aussi te brûler. Comment? Le feu qui te chauffe peut aussi te brûler. Exactement, exactement, C'est à exactement. double tranchant. Exactement, exactement. Qu'est-ce que tu penses de la société? Est-ce que la société offre suffisamment de possibilités pour faciliter la réinsertion, surtout auprès des grosses peines? Je pense pas. Je pense pas qu'on se rende compte de ça. J'ai eu l'occasion de faire un consensus sur la récidive pour parler de ça. Et bah, souvent, les grosses peines, une fois qu'elles ont fait leur peine, elles veulent plus entendre parler de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. On pense que. Mais on occulte les troubles psychologiques et psychiatriques qui peuvent arriver dans une vie comme celle-ci. Parce que, obligatoirement, même si on n'est pas capable de se l'avouer, mais toutes les personnes qui ont des longues détentions comme celle-ci, dans des conditions de détention très difficiles, psychologiquement, on est un petit peu touché. Donc, oui, oui, c'est très difficile. Et j'en ai la preuve par mon parcours. Après ta sortie de prison, Mohamed, tu as malheureusement sombré dans l'alcoolisme. Ouais. Ça a duré 6 années. Ouais. Comment tu t'en es sorti d'abord? Bah déjà, comment je suis rentré. Ouais, et comment tu t'es rentré justement par rapport à... L'alcoolisme, ça a été. En fait, je me rends compte que l'alcool a toujours fait partie de ma vie. D'accord. Parce que même quand c'est festif, on voit pas l'alcoolisme. Mais quand tu te bourres la gueule, excuse-moi de parler comme ça, mais quand tu bois en discothèque et que c'est tous les week-ends ou tous les soirs, t'es un alcoolique. Mhm. Sauf que c'est parce que tu penses qu'il y a des femmes et qu'il y a le décor qui va avec que. Donc il y a cet alcoolisme-là que j'ai goûté. Et puis après, il y a eu de l'alcoolisme sévère. L'alcoolisme déprime. Où tu buvais Parce que c'est faisais un attention, suicide tu dis lent. ça, mec. Je le dis, je me suis réglé mon compte à moi-même, et là ça a été terrible. Et ça, c'est les conséquences des années de prison que j'ai fait, parce que j'ai été confronté à la réalité, à la vie, et c'était tellement brutal. J'ai eu une porte de sortie qui s'ouvrait à moi, mais en fait, je pensais que c'était une porte de sortie, mais c'était un piège, parce que une femme qui était propriétaire d'un bar, prête à me donner un coup de main, qui m'a donné un coup de main, qui est devenue ma maîtresse après, mais ma maîtresse, j'étais devenu son amant. Euh, euh, et en fait, je pensais que c'était une porte de secours et c'était un piège, parce que c'était dans Vitry avec tous mes potes, les mecs. Voilà, hein, tu te fais entraîner à un bar, et tu bois du jus d'ananas, ils n'ont pas envie de venir boire du jus d'ananas avec toi. Donc un verre emmène un verre, 2 verres, 3 verres, il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien, expulsion, je reste dans l'alcoolisme, je vis avec eux, et je me tuais parce que voilà, j'avais plus envie j'avais fait aussi une promesse à ma maman, parce que j'avais vu ma maman souffrir, quoi. D'accord. Pendant toutes ces années-là, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Elle te voyait? Donc j'avais entre la main gauche l'envie de retourner au charbon, parce que je connaissais pas cette vie de tout faire pour pas avoir d'argent. Et j'avais de l'autre côté la douleur de ma mère s'il me arrive un truc là cette fois. Donc comment je fais? Je fais comment? Je vais où? Je fais quoi? Et en plus je suis tout seul, tu vois, je suis pas entouré à part mes frères, mais mes frères chacun ils ont leur vie, je suis un peu livré à moi-même. Et ce piège-là, il s'est refermé sur moi, 6 ans de. En fait, c'était une mort lente, je savais pas comment faire, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, donc je me suis réfugié dans l'alcool. Voilà. Tu penses pas. Vas-y, bourre-toi la gueule, comme ça, ce choix qui s'impose à toi, tu feras tout pour l'occulter. Et c'est ça l'alcoolisme en fait. L'alcoolisme c'est quoi? C'est des choses qu'on ne veut pas accepter ou qu'on ne veut pas voir, et qu'on prend l'alcool pour le médicament, pour nous le faire oublier. Justement, oui, effectivement, tu parlais Mais tu n'oublies jamais un truc comme ça, Sophie. D'accord. Ça te revient toujours en pleine tête. Et moi, je voulais pas que ça me revienne en pleine tête. Donc ça a tourné en rond pendant 6 ans. Et justement, ta maman, elle a assisté à... Elle a vu à cette déchéance. Ouais, mais dans mon coin, tu vois, J'étais chez toi. J'étais dans un appartement, j'étais livré à moi-même, il n'y avait rien,
Il y avait. Et puis après, j'ai fini à la rue quand même. Où c'est que ça m'a emmené, où c'est que ça m'a. C'est dur. C'est très dur, c'est très dur. Et ta maman, on va dire, une fois, elle t'a aussi vu vraiment, on va dire, très 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 mal à cette période, surtout sur une journée où elle a pu, on va dire, vraiment assister tu pleurais justement. Ouais. Peux-tu nous expliquer cette scène? C'est la fois où c'est que je prends la décision d'arrêter de l'alcool, de boire de l'alcool. Je fais un coma éthylique. Et j'ai la chance qu'il y a un de mes frères qui est chez moi. À ce moment, on se voyait pas trop, mais il était là. Moi, je pensais que j'avais dormi 2-3 heures. Quoi. Ça faisait 3 jours que j'étais dans le coma, quoi, à cause de l'alcool. Et quand je me suis réveillé, je suis tombé sur un médecin qui m'a dit, écoutez, monsieur, il m'a dit, je vais être clair avec vous. Il m'a dit, à ce niveau-là, vous continuez, la prochaine fois, je parle avec une boîte. Elle m'a dit, monsieur, je ne vous donne pas longtemps. Et je m'en foutais en fait de ce qu'il me parlait. Mais moi je savais pas, il y avait qui. Et j'ai poussé, j'ai hoché un peu la tête comme ça, et puis j'ai vu maman là, tu vois. Et qui avait des larmes aux yeux d'entendre ça. Et là, ça a été là, ce jour-là, à ce moment-là, j'ai dit c'est fini. Et tu peux J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Le médecin m'a regardé, il m'a dit monsieur, j'ai écouté, sortez, je bois plus d'alcool. Il m'a dit non mais monsieur, c'est pas comme ça. Moi je vous dis que c'est comme ça, sortez, je bois plus d'alcool. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais touché de bouteille d'alcool. Ce qui t'a motivé d'arrêter la volonté. Alors tu m'as dit qu'est-ce que la prison m'a apporté et qu'est-ce que la vie m'a montré. Qu'en vérité, quand tu t'imposes des choses et que tu décides de t'imposer des choses et que tu as la volonté de vouloir te les imposer, tu es capable de les faire. C'est le cerveau qui contrôle tout en fait. C'est le cerveau. De ouf. Parce que 6 années quand même, c'est énorme. C'était énorme. Mais je pensais que j'allais finir sous un pont, moi, pour être honnête avec toi, cette fois. Je voyais pas d'issue. Tu à la fin, quand tu es dans l'alcoolisme comme ça, tu délaisses un peu les choses les plus importantes de la vie. De payer ce que tu dois payer, de faire ce que tu dois faire. Ouais, l'alcoolisme, la prison, ça amène à des trucs comme ça. D'accord, mec. Et justement, où tu as trouvé le courage? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est ta maman qui t'a donné le courage d'arrêter, de l'avoir, on va dire, triste de te voir comme ça. Ouais, mais c'est ça qui est chaud quand même. Est-ce qu'il faut attendre de voir pleurer les autres pour pouvoir s'en rendre compte? Tu vois? Et est-ce qu'elle m'a donné le courage? Je pense pas qu'elle m'a donné le courage. J'ai fait passer mes priorités. Et c'est quoi ma priorité? C'est l'amour que j'ai pour moi-même. Et est-ce que ça te plaît de voir ta maman pleurer? Non. Ben moi, ça m'a pas plu, ça m'a touché, ça m'a. J'ai dit, elle a pas le droit j'ai pas le droit de le faire souffrir comme ça. Ouais, sûr. Et oui, après, il y a eu, je te disais, je m'en rappelle, l'alcoolisme, il entraîne à pas payer les choses qu'on doit payer. Et donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne des expulsions. Expulsion, ça emmène la rue. Et la rue, j'ai vécu des moments terribles. De cet alcoolisme-là, il m'a emmené dans des endroits terribles. Mais j'ai aussi compris que, parce que je suis croyant quand même, je pense que Allah il m'a mis ça et qu'il fallait que je le vive pour pouvoir, mieux m'en sortir. C'est pour ça que ma mère me disait, j'avais quelques amis, mais maman, vas-y, viens chez moi, viens. Ma mère qui me disait, Oudi, alors quand je vivais au 115. Et je lui dis non. Je lui dis, je dois le vivre ça. Si je ne le vis pas, je ne vais pas le comprendre. À mon âge, je vais venir à 38 ans, je vais dire à ma mère, assume-moi encore. Tu ne m'as pas déjà assumé dans la vie. C'est une honte. Donc je préférais la rue que ça. Et tu as vécu combien de temps dans la rue, moi-même? Non, j'ai pas vécu dans la rue, j'ai fait pas. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a fait l'expulsion, j'étais voir le maire. Le jour même, j'avais rendez-vous avec le maire. Et le maire, je lui ai expliqué, je lui ai imposé les choses. Pas que je lui ai imposé les choses. Et je remercie Mandon. Je lui ai expliqué qu'il faut m'aider, moi. Si on ne m'aide pas, voilà. Mais moi, je vais m'aider tout seul. Et si je vais m'aider tout seul, c'est pas bon. J'ai dit c'est pas bon pour vous. Il me dit mais pourquoi? Je dis parce que si ça se passe bien, moi vous entendez plus parler de moi. Si ça se passe mal, je vous emmène aux assises avec moi pour non-assistance à personne en danger. Hein, je suis en train de vous dire que ça va mal. Et t'as trouvé un appartement? Non. C'est pour ça que j'ai atterri au 115 parce qu'il me dit qu'il y a une procédure qui doit être suivie. La procédure, c'est que ton dossier doit être alerté
Départemental, ouais, d'accord. Et c'est quoi la démarche d'être alerté en départemental? C'est de passer par le 115. Donc, moi, explique-moi le parcours. Oui, passer par le 115, combien de temps? Combien de temps? Dites-moi juste. Il m'a dit, écoutez, monsieur Jadawadji, 6 mois, en 6 mois, normalement, on peut essayer de régler la situation. Serrez-moi la main. Il m'a serré la main, je lui ai serré la main. Dans 6 mois. 6 mois après, je suis revenu dire, voilà. Et j'ai eu le contrat, vous m'avez demandé j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, j'ai ravalé mes pleurs, j'ai ravalé ma fierté, j'ai ravalé mon honneur, j'ai tout avalé. Comment on fait? Et ils m'ont répondu comme il fallait. Ils ont été là pour toi? Ils m'ont aidé, c'est des gens qui m'ont aidé. Donc j'ai fait 6 mois très difficiles. Après, c'est 6 ans d'alcoolisme. Donc ça a été. Et puis, en fait, j'ai dû tout recommencer à zéro. D'accord. Mais en essayant de le faire proprement et solidement surtout. C'est lent, c'est dur, ça met du temps, c'est pas aussi vite qu'avant, je te garantis. Mais ça m'a permis de me reconstruire bien comme il le faut. Bien comme, ouais. Et dans les meilleures conditions. J'espère dans les meilleures conditions. Et bah oui, je pense, parce que maintenant, machallah, aujourd'hui tu es devant nous, tu es un homme accompli, tu es un homme qui a des projets. J'espère. Tu es dans l'événementiel, si on peut se permettre de le dire. Ouais. Tu fais des soirées, fun, j'essaye de temps en temps de m'orienter dans des voies que je découvre et que je connais. Et j'essaye de voir. Mohamed, c'est à cette période-là où tu as rencontré le policier, tu t'es lié un petit peu d'amitié avec lui, pourrais-tu nous expliquer c'est la personne, c'est une personne qui, voilà, un jour je me fais interpeller pour conduite en état d'ivresse, et il a l'impression de me connaître, de me... Et moi je suis bourré, je suis dans l'alcoolisme, et quand il comprend mon parcours, ma vie et tout, je vais pas dire, il se prend d'affection, mais vraiment d'affection pour moi. Et puis moi les condés, c'est pas ta tasse de thé. Pas du tout, tu vois, c'est pas. Et c'est une personne comme ça qui m'appelait tous les 3 mois et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Au début ça a été très dur, hein. Je viens de débarquer à son commissariat. Il m'a fait des propositions qui m'ont pas plu du tout, tu vois, et que c'est pas du tout ma tasse de thé. Et il a compris que moi je mangeais pas de ce pain-là et que je ne parle pas de ces trucs comme ça. C'est un bon, quoi. Et en fait, c'est quelqu'un au bout de 6-7 mois qui m'a dit non mais en fait mon mot tu comprends pas. Je lui dis ouais. Il me dit c'est l'homme que j'aime bien. Il me dit qu'on soit voyou ou qu'on soit flic, c'est la parole de l'homme qui est importante, tu vois. Et d'accord, je l'ai écouté de ce qu'il m'a dit. J'ai écouté, mais j'ai eu 5 ans pour lui faire confiance. Voilà. C'est vrai que c'était pas facile, surtout avec ton passé. Voilà, donc au bout de 5 ans, quand j'ai connu toute sa famille, son père, sa mère, ses enfants, c'était vraiment un lien. C'est devenu un pote à moi. C'est la preuve que jamais j'aurais pu penser que quoi que ce soit. Il t'a aidé des fois même plus que tes amis. Mais il m'a aidé, c'est lui qui m'a aidé dans me présenter les produits des maisons de beaucoup de choses. Je ne peux pas en parler là, mais il t'a aidé à ta réinsertion. Un jour, il s'occupait de la sécurité d'une personne, d'un journaliste, et il lui a raconté mon parcours, et il lui a dit, mais je veux voir cet homme. Il est vivant, cet homme, il a vécu toutes ces choses-là, il est vivant. Il a dit, ouais. Et il m'a présenté à lui, et c'est cette personne-là qui m'a présenté les maisons d'édition et toutes ces choses-là, quoi. Donc il a joué un rôle très... Mais chacun a sa place. Tu comprends ce que je veux dire? Chacun voilà. C'est tout parfois voilà. Comme tu le disais, Mohamed, c'est même justement c'est lui qui t'a aidé à écrire ce livre. Bien sûr, il m'a aidé, il m'a encouragé. Lui, mon frère, beaucoup de personnes qui connaissaient ma vie et qui m'ont dit, bon, tu devrais, c'est pas possible. Tu t'as présenté Mohamed Sifa. Ouais, c'est lui qui m'a présenté tous ces gens, la maison d'édition, moi je connaissais personne, je suis pas de ce milieu-là. Voilà. Mohamed, tu as rencontré une personne âgée à ta sortie de prison. Pourrais-tu nous en dire Marseille, exactement. Tu as rencontré une personne âgée à ta sortie de prison. Elle habitait dans le même bâtiment que toi. Ouais. Pourrais-tu nous expliquer cette attache que vous avez? Ouais.
Alors, ça me fait plaisir et je te remercie que tu me parles de Marcel. À chaque fois que je parle d'elle, Qu'elle repose en paix d'ailleurs. ouais, qu'elle repose en paix. Et en fait, c'est une dame. Tu vois, c'est pour ça que c'est très important d'en parler aux jeunes de maintenant et même aux anciens. Tu vois, entre guillemets, la France profonde. Parce qu'il est important que je dise ça, que je mette les. C'est une dame qui s'appelle Marcel, qui est de confession chrétienne. Et moi, je m'appelle Mohamed, de confession musulmane. Il n'y a rien qui est rentré en compte, ni la religion, ni de quoi que ce soit, on s'en foutait complètement. Et en fait, c'est une dame qui vivait toute seule dans son appartement, qui avait des difficultés à se déplacer, qui marchait avec un déambulateur ou une béquille, et en fait, qui était cloîtrée tout le temps chez elle. Et moi, quand j'ai eu mon appartement, j'ai appris à découvrir les gens de mon immeuble et j'ai découvert cette dame. Et en fait, cette dame, on s'est liés d'amitié. Tu vois, et de temps en temps, je la faisais marcher, je la faisais dans le couloir, je l'amenais au marché. Ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas été au marché. Je me faisais des petites balades avec elle en voiture. Il s'est vraiment créé quelque chose de super, de beau, de super bien et que j'ai adoré. Et elle adorait Aznavour en plus, elle adorait me regarder chanter Aznavour dans la voiture. Alors tu avais Marcel à droite, moi au volant qui chante Aznavour et elle qui me regarde et qui s'explose de joie et de. Et cette dame-là, qu'est-ce que j'ai compris de cette dame-là? Cette dame-là, comment je peux définir la relation que j'avais avec Marcel? Tu vois, Marcel, pour beaucoup, c'était moi qui étais là pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je l'aidais. Parce que pour moi, on doit aider son prochain dans la vie, quel qu'il soit, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit ce qu'il veut, qu'il soit d'une. On aide l'être humain. Comme on ne veut pas pour sa mère, on ne veut pas pour la mère des autres. On n'est pas communautaire à ce Comme on ne veut pas pour notre père, on ne veut pas pour le père des autres, quel qu'il soit. Et en fait, cette dame, beaucoup de gens pensaient que c'était moi qui l'aidais. Mais en fait, c'était elle qui m'aidait. C'était elle qui me rappelait à moi-même qui j'étais en fait. Tu vois? Et que quand tu parles juste avec le cœur et humainement parlant, c'est beaucoup plus enrichissant que les poches. Et en fait, c'est elle qui m'a redonné goût à la vie. Tu vois, elle m'a redonné confiance en l'être humain, confiance en moi, confiance en qui j'étais en tant que personne en fait. Parce que je préférais passer du temps avec elle que de le perdre ailleurs. Donc j'aimais elle. Tu te sentais utile, moi. Ouais. Mais de toute façon, quand je dis que tout parle de la jeunesse, c'est vrai. Le seul taf que j'ai fait, que j'ai vraiment kiffé, c'est même pas un taf. J'ai un stage quand j'avais 14 ans. On nous a demandé de faire un stage. Et j'avais fait un stage dans un hôpital pour personnes âgées. D'accord. Et j'avais aidé des personnes âgées. Et j'avais adoré ça. J'avais adoré ça parce que j'avais l'impression de me sentir utile. Tu vois, j'étais là, cherlé à quelque chose, cherlé à quelqu'un. Et j'avais kiffé cette expérience. À l'inverse de ton passé, justement. C'est pas. On va dire, c'était pour aussi un peu te racheter par rapport à ton passé. Non, je pense que j'ai toujours été comme ça en fait, Sofiane. C'est pourquoi je voulais pas faire de mal, tout ça. Pourquoi je voulais pas. Tu t'interdisais justement. Bah ouais, parce que en fait, je connaissais mon fond, sauf que je le reniais. Oui. Je le reniais, il faut appeler un chat un chat. On vit, on grandit dans un contexte où c'est qu'on te dit de ne pas montrer tes faiblesses. L'amour en est une, la compassion en est une, l'empathie en est une. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les. Tu vois, il faut savoir avec qui les montrer, c'est sûr. Effectivement pas. Donc quand on s'auto-censure, on se ment aussi un peu à soi-même. Parce que notre naturel, c'est d'être tout le temps. Effectivement, c'est du moins, c'est mon point de vue. Non, mais je suis complètement d'accord. En plus, on peut être voleur, on peut faire des bêtises dans la vie, mais toujours. Bien sûr, ça ne veut pas dire que humainement parlant, on est des mauvaises personnes. Ça y est, bien sûr. Non, heureusement. Il est important de montrer ça. Souvent, on pense que on choisit un chemin, on choisit une destinée. Non, des fois, il y a des choses dans la vie qui s'imposent et qui t'amènent à. Mais ça ne veut pas dire que tu es pourri. Non, mais justement, parfois, certains voleurs, ils sont plus humains que certains qui sont normaux. Mais bien sûr. Mais ça, je te dis. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, avant de goûter
ils ont pleuré. Tu vois? Faut se Quand faire- tu as manqué dans ta vie, quand tu as manqué dans ta vie, quand t'en as, quand tu as, tu sais l'apprécier. De ouf. Mais ce manque que tu as eu, ce truc, si tu te rappelles d'où tu viens, tu le paieras jamais. C'est Tu vois, un- un mec comme Hanouna, il a oublié d'où il vient. Un mec comme Hanouna, il a oublié d'où il Tu l'as vient. déjà vu, Mohamed? Je l'ai jamais Non. vu. Mais ce que tu j'adorerais as ouais, le voir. Mais j'aimerais lui parler. Mais pas pour le. Non, Ni pour avoir bien une sûr. colère contre lui, ni Bien pour sûr. quoi que ce soit. Bien sûr, bien Mais sûr, lui, bien pour sûr. moi, il a oublié d'où il vient. Bah, Tu vois, vois ton opinion. Comment toi, tu as grandi, soi-disant, tu as grandi avec des. Et maintenant, tu prônes que. Hein, tu nous as prouvé que tu étais prêt à tout pour avoir de l'oseille, qui t'a caressé le derrière d'un chien. Tu penses que. Ben oui, caresser, j'ai pas envie de le dire, et tu penses que ce mec-là, s'il était capable de lécher le cul d'un chien pour être connu, qu'est-ce qu'il est capable de faire s'il est avec Bolloré, un individu qui est milliardaire? Il a du pouvoir aussi. Hein. Donc, C'est trop lui, tard. il a oublié. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, il a oublié. Lui, il pense plus à sa poche, à enrichir sa poche que son cœur. Tiens. Que Dieu nous en préserve. T'as rencontré, au cours de ta vie, t'as rencontré une légende du 94, Roux de Lyon, Ouais, Marc Gilas. ouais, c'était C'était un le ami à producteur. moi. Exactement, c'était Un le ami à producteur moi. d'Expression Directe. Ouais, c'était un ami à moi. Déjà, où tu l'as rencontré? Mais Marc, j'ai grandi avec lui, Marc. Marc, j'ai beaucoup connu son frère Yanis. Mais Marc, c'était le grand frère Yanis, et Marc était toujours là. Et Marc, j'avais une relation un petit peu particulière parce que il était méchant, Marc. Attention, c'était méchant. Il n'était pas méchant. Méchant, violent, dangereux, mais dangereux avec les crapules. Hein, avec les chiens, avec les salles mentales, avec les. Bon, après, dans le domaine de la musique, nous, on ne tournait pas avec lui à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'il. Nous, on parle dans la cité, dans le quartier, Et Marc, il nous a un peu formés. Il nous a formés à. Marc, c'était un bon. Qui repose en paix. Qui repose en paix. Parce qu'il a fait des grandes choses dans la musique, en tout cas, vraiment. Mais et c'était un soldat. C'était le mec. Voilà, avec lui, t'es obligé d'aller au bout du monde avec lui. Et maintenant, comment il était? Il était super gentil, super généreux et tout. Moi, souvent, il m'appelait, il adorait aller le haut de la rue Mouffetard. Il y a une petite place là. Et puis Marc, voilà. Marc, en fait, s'il avait voulu être dans la musique et s'enrichir dans la musique, il l'aurait fait sans aucun problème. Mais il avait la rue en lui, Marc, en fait. Et pour lui, quitter la rue, c'était quitter ce qu'il est. Tu vois, avec comment il a grandi. Parce qu'attention, c'est... Marc et son frère Yanis, ils ont eu des vies voilà, pas mal mouvementées et agitées. Quand je pense à Marc, j'ai le sourire parce que c'était. Moi, je le connaissais très 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 bien. C'était une belle. Et il m'aimait bien parce que moi, j'avais pas de grand frère. Mohamed, as-tu déjà pensé à faire un film de ta vie? On me l'a proposé souvent. Souvent, il y a des gens qui sont venus, ou des fois, ça n'a pas été plus loin, ou d'autres fois, j'ai pas senti des gens assez sérieux. Sérieux. J'aime bien quand les choses elles sont, tu vois, avec les moyens qu'il y a, mais au moins de le faire comme il faut le faire. Tu vas peut-être éventuellement essayer de trouver quelques producteurs qui... Parce que ton histoire, franchement, je pense que tu n'auras pas... Ça, c'est... pas difficile. En fait, je vais te dire quelque chose. Pour être honnête avec toi, Sofiane, moi, je suis quémandeur de rien. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, à mes yeux, j'ai rien à vendre. La seule chose que j'ai voulu faire, c'était ça, pour me guérir moi, tu vois, pour que je sois honnête avec moi-même. Parce que c'est ça la plus grande des leçons que j'ai prises. C'est ne te mens pas à toi-même, sois honnête avec toi, arrête de te baratiner. Bien sûr. Arrête de te baratiner. Tu as vécu ça, ça a été comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ou tu l'acceptes. Et tu montres qu'il y a possibilité, moyen de, et que la vie ne s'arrête pas eux, ou sinon tu sonnes. Moi, j'ai choisi de... En tout cas, t'as une histoire de fou. Moi, j'aimerais bien voir ton histoire au cinéma.
Eh ben, personnellement. Inch'Allah. Parce qu'il y a tellement de matières, il y a tellement de choses qui sont. Inch'Allah. qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le vivent en vrai. Tu vois ce que je veux dire? On me l'a T'es proposé. passé par un cheminement quand même qui est assez extraordinaire. Parce qu'on- Dernièrement, j'ai un bon petit jeune qui s'appelle Sofiane qui m'a proposé un bon prix. Oui, une série. Mais franchement, on va essayer de faire des choses bien, on a dit à tout. C'est justement Rudy qui va la faire, la série. Mohamed, que penses-tu de la jeunesse d'aujourd'hui? Oh, je dirais qu'elle est un peu perdue. Attention, attention, parce que souvent j'entends beaucoup de jeunes dire ouais non mais regarde la jeunesse de maintenant, la jeunesse de maintenant, ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien à voir avec nous. Attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Nous aussi on avait des anciens. Nous aussi ils nous regardaient comme une génération de barjots. Parce qu'eux ils prenaient des gants pour faire les choses et nous on y allait à tout va, à tout va, à tout va, à tout va, à tout va. Mais ces anciens-là, heureusement qu'ils ont laissé une ouverture à quelques jeunes qui tenaient la route. Ben moi, je pense qu'il y a aussi encore des jeunes qui ont des valeurs en eux et qui tiennent la route et qui sont des bons garçons. C'est vrai qu'il y a une grande majorité qui fait n'importe quoi, qui est dans le paraître, dans l'illusion, dans de la foutaise. Mais pourquoi? Parce que il y a trop d'oseille aussi qui tombe. Donc quand il y a trop d'oseille qui tombe, on ne se rend même plus compte de ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et quand tu as un âge où c'est que tu ne peux pas comprendre les choses, on en arrive à ça. Mais il y a quelques jeunes qui sont bons aussi. Tu serais jeune à cette période, tu aurais. Ben, je crois que j'aurais été un professionnel des réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Je l'ai dit dernièrement, une petite boutade en rigolant, je pense que même Nesrine en 2015, en 2025, il ferait des TikTok. Tu vois, parce que, voilà. Il y a une deuxième chose que j'ai dit et que je trouve qui est réelle, c'est que la différence qu'il y a avec la jeunesse de maintenant et que notre jeunesse à nous, c'est que nous, on a fait les choses parce qu'on était dans la merde, et que tandis que maintenant c'est avec de la merde que tu fais des choses. Mohamed, as-tu un message à adresser aux plus jeunes qui sont peut-être dans la même situation que toi lorsque tu étais à l'époque? Ouais, mais lorsque tu j'ai étais envie, bien sûr, mais il y a une chose qui est super importante. C'est que moi je peux donner un message, tu vois. Mais je vais pas dire que je comprends la jeunesse de maintenant, mais tu sais, il n'y a personne qui est dans l'appartement ou dans la maison pour vivre ce que les personnes vivent. Des fois, tu as des gens, ils vont faire des choses à contre-cœur, mais ils n'ont pas trop le choix d'aller faire ces choses-là. Donc le seul message que je dirais à ces jeunes-là, c'est surtout ne faites pas n'importe quoi. Ne gâchez pas votre vie à des futilités. Soyez solidaires. Soyez solidaires entre vous. Je pense qu'on manque beaucoup de solidarité entre jeunes. On manque beaucoup de choses vraies. Pensez à vos parents. Pensez au mal que vous faites aux gens qui vous aiment. Quoi. Tu vois, pensez à eux. Il faut arrêter d'être égoïste comme on l'a tous été à un moment donné dans notre vie, en pensant qu'à soi, en se disant non. Vous savez ce qu'on vit nous, en vérité, nos parents l'ont vécu bien avant nous. Donc si nos parents nous donnent des conseils, c'est que ces conseils-là, c'est que pour des positifs pour nous, sauf qu'on n'avait pas la maturité pour le comprendre. Tu vois, moi pourtant je n'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant et je vois la difficulté que les gens ils ont de pouvoir communiquer avec leurs enfants. Penses-tu que c'est plus facile de réussir à notre époque qu'à ton époque? Ouais, c'est plus facile. T'as beaucoup plus de débouchés maintenant. Regarde, dans les réseaux sociaux, même dans le travail, nous à notre époque, il n'y avait pas de chauffeur de bus qui était maghrébin. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, comme les anciens, ils ont travaillé pour nous, nous on a travaillé aussi pour les plus jeunes dans l'ouverture. Tu vois? Et il y a beaucoup plus de débouchés, il y a beaucoup plus de possibilités de gagner sa vie autrement que dans la malhonnêteté. Il y a des gens qui... Je découvre les réseaux sociaux et je vois il y a des gens sur les réseaux sociaux qui font des sommes phénoménales. Bien sûr. Phénoménales. C'est pour ça que tout à l'heure je te dis, nous on y allait parce qu'on était dans la merde, avec de la merde, maintenant tu fais de l'argent. Donc ouais, il y a possibilité que les jeunes de maintenant ils trouvent... et puis cette solidarité qui manque. Quand on montre qu'il y a une solidarité, regardez, on y arrive. Regarde le petit jeune, là, et que j'aime beaucoup ce qu'il fait, et il le mérite, le petit jeune là, de Perpignan, là, qui a réuni ses potes, il vit avec eux, il se gave, il demande de l'argent, il en fait profiter tout le monde, son quartier. Tout son quartier mange, c'est beau, c'est magnifique. Regarde,
un groupe de rappeurs là, du 91 qui ont demandé PNL. Voilà, eux, ils ont demandé ni quoi que ce soit, ni publicité, ni tout. Et j'ai appris qu'ils ont monté une boîte de prod. Une boîte de prod, il n'y a que les mecs de leur quartier qui ont chapeau bas. Magnifique. C'est la preuve qu'il y a un peu, en vérité. Réussir tous ensemble. Mais bien sûr. Et moi, ça, j'applaudis dès demain. Je félicite dès demain. C'est ça, être un vaillant. C'est faire manger son prochain. Pensez aux autres. C'est penser aux autres. On a grandi plus on est ensemble et plus on est fort. Exactement. Exactement. Et en plus, ça, c'est vraiment des gens qui ont grandi dans la même mais bien sûr, truc. Ils ont la même façon de voir les choses, même pensée, les valeurs, on va dire qu'elles sont un peu similaires. Parce qu'en vérité, on sort tous du même moule. Hein. C'est tous les mêmes codes. En fait, le temps, il reste. Le temps, c'est l'évolution des gens. Mais comme nous, nos anciens, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils nous voyaient peut-être comme des boucans, comme des fous furieux. Parce que eux, à leur époque, c'est pas comme ça qu'ils avaient vécu les choses. Et bien nous, on est en train de constater exactement la même chose. Pareil. C'est pour ça que tu me dis, est-ce que les jeunes de maintenant nous ont fait une ouverture à nous, ils ont cru en nous. Il y a certains anciens qui ont cru en nous. Ben, moi, j'ai envie de croire en certains jeunes. Mohamed, aurais-tu une dernière chose à ajouter? Ouais. On n'a peut-être pas parlé de choses que peut-être tu as voulu plus approfondir. Non, déjà, il y a une chose qui est très importante. Je tenais à te remercier, toi, Sofiane et les gens qui bossent avec vous. Antoine, Mehdi. D'accord. Merci à toi. Je tenais à vous remercier déjà. J'aimerais aussi qu'on vous apporte énormément de force et de courage parce que je trouve ça super bien ce que vous faites, le concept que vous êtes en train de lancer et de la façon et le professionnalisme dans lequel vous le faites. Donc cela me ferait plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris votre action, votre rôle et la sincérité et le professionnalisme que vous y mettez. Merci, c'est grâce à toi, Mohamed. Non, si, tu fais partie des pierres à l'édifice. Non, j'ai pas honte de le dire. Merci Mohamed pour tout ce que tu as fait pour nous. Avec plaisir. C'était le premier invité. Tu vois, tu étais le premier à nous donner l'heure, à venir nous voir, à te déplacer 3 heures carrément. Donc ça, c'est des vrais hommes. Moi, c'est ce que je respecte beaucoup dans... Moi, je préfère les... Parce que Sofiane, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on pense de cette jeunesse-là si on leur donne pas un coup de main. Tu sais, c'est quoi ça, ce truc? Tu comprends ce que je veux dire? Et souvent, tu as des jeunes qui savent très très bien se tenir et qui méritent. Tu vois, moi, je vois les gars là qui ont fait des études de cinéma et qui sont là et qui se déplacent et qui eux aussi, ils ont envie de créer quelque chose. C'est plaisant. Pour moi, c'est super plaisant. Quand je vois ça avec un recul, je me dis, c'est bien, ça a compris. Et ces gens-là, on ne peut que les encourager, les féliciter. Donc c'est pour ça, j'espère que vous allez vraiment leur donner beaucoup de soutien et de force. Merci. Et surtout, écoutez le message que Mohamed Jadawadji vient de nous dire là, juste un instant là. Parce que c'est comme c'est tout ce qu'on fait là, c'est pour ça. C'est pour le message pour vous, pour les jeunes, pour les moins jeunes même. Et surtout pour faciliter un petit peu la réinsertion pour les personnes qui viennent de sortir aujourd'hui. Au moins on a une personne qui a un peu raconté son histoire, sa réinsertion. Donc si ça peut vous aider, c'était avec grand plaisir. J'irais même plus, il n'y a pas ceux que de la prison. Celui qui a eu un problème avec l'alcoolisme, il peut venir en parler. Celui qui a un problème avec l'éducation de son enfant, qui lui fait subir toutes ces douleurs-là. Et puis peut-être certains parents qui n'arrivent pas à trouver les mots pour dire à leurs enfants, voilà notre douleur. Peut-être que lui, il va l'exprimer d'une autre manière. Mais c'est ça qu'on pense, tu nous fais du mal à nous aussi. Parce qu'on t'aime. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parents, les frères, la famille, les amis, ils vous aiment avant toute chose. Quand ils vous disent des choses ou ils vous préviennent sur certaines choses, c'est parce qu'ils vous aiment. En tout cas, j'ai été ravi de faire ça avec vous. Moi aussi, de fou. Et voilà encore le livre, voilà, toujours disponible. Si vous voulez le prendre, le lire, il est très intéressant à le lire et à le comprendre surtout. Donc merci de nous avoir suivis. Merci Mohamed. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Merci énormément. Merci beaucoup. Il n'y a vraiment pas de quoi ça. Voilà le livre.